Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer donc le cours d'embryologie intitulé B1105. Et comme n'importe quel nouveau cours, le chapitre 1 commence avec une introduction et des généralités sur la matière en question. L'embryologie, donc, c'est la science de l'embryon. Ça veut dire, elle nous permet de comprendre et d'étudier le développement des animaux à partir de la fécondée jusqu'à la formation d'un organisme entier. Comme on voit ici sur ce schéma, chez les femelles, dans les ovaires, il y a ce qu'on appelle l'ovogenèse qui aboutit à la formation d'un ovocyte. Et chez les mâles, dans les testicules, la spermatogenèse aboutit à des spermatozoïdes. Après accouplement ceci de la fécondation interne, l'ovocyte va être fécondé par le spermatozoïde pour donner place à un zygote qui est donc une cellule mère fécondée. Après, ce zygote, il va rentrer dans le cours de développement embryonnaire qui peut durer de quelques jours jusqu'à quelques mois, ça dépend des animaux et il va aboutir à un être adulte ou un nouveau-né, disons, que ce soit par un développement direct comme chez nous, que ce soit par un développement indirect comme chez la grenouille ou les insectes qui passent par des stades larvaires et stades pupal. Ensuite, les adultes en question, ben, il y aura la différenciation des gonades chez eux et le cycle de vie va recommencer. C'est vraiment une branche fascinante car elle nous permet de bien comprendre comment on peut, à partir d'une seule cellule, mère, qui est l'ovocyte fécondé, d'aboutir à un individu entier. Quelques termes utilisés en embryologie, il y a le terme de l'ontogenèse, qui est la formation des êtres vivants. L'ontogenèse, ou aussi ontogénie, il permet, en fait, cette étude, cette branche permet de décrire le développement progressif d'un individu depuis sa conception, c'est-à-dire depuis l'œuf fécondé, jusqu'à sa forme définitive, voire jusqu'à sa mort. D'accord? Donc, les premières étapes de l'ontogenèse, c'est le développement embryonnaire ou l'embryogenèse. L'ontogenèse comprend donc le développement embryonnaire, qui commence par la fécondation, ainsi que la croissance ultérieure de l'organisme dans les périodes de l'enfance, de l'adolescence, de la maturité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même jusqu'à la mort, ça veut dire jusqu'à la vieillesse. Ça, c'est la notion de l'ontogenèse en embryologie. Mais aussi, cette notion, elle est utilisée dans les études psychologiques et c'est largement considéré que l'ontogenèse chez l'homme inclut aussi le développement de la psychologie de l'homme. Plusieurs mécanismes sont essentiels à la formation ou à la construction d'un organisme pluricellulaire après la fécondation. La première étape, c'est la prolifération cellulaire. Bien sûr, on ne peut pas former un individu avec une cellule, donc l'ovocyte fécondé ou le zygote doit se diviser, doit se multiplier pour avoir un certain nombre de cellules qui vont croître et après, ils vont commencer à bouger pour qu'ils puissent former les différentes couches d'un organisme. Ça dépend si c'est des organismes qui ont deux feuillets ou trois feuillets. On reviendra plus tard sur ce point-là. Une fois que nous avons les cellules qui sont organisées en plusieurs couches, il faut commencer à les différencier pour former des tissus et des organes. Donc, ça, ce sont des étapes classiques chez presque tous les animaux pour pouvoir développer un embryon à partir d'un œuf fécondé. L'embryologie est considérée comme la phase de développement avant la métamorphose chez les amphibiens, donc jusqu'à la stade larvaire, après, plutôt avant l'éclosion chez les oiseaux et avant la naissance chez les mammifères. Pour être un peu plus précis, par exemple chez l'homme, l'embryologie est considérée comme les 2 premiers mois de développement. Après, entre le deuxième mois et la naissance, on parle de la période fœtale. Actuellement, le développement embryonnaire est étudié à travers une nouvelle discipline, ce qu'on appelle la biologie de développement.
D'accord? Du coup, on ne parle plus vraiment d'embryologie, on parle maintenant de la biologie du développement. C'est quoi la biologie du développement? La biologie du développement, vite fait en fait, elle permet d'étudier les phénomènes qui permettent le passage d'un œuf à un organisme adulte, mais aussi jusqu'à sa naissance, jusqu'à la vieillesse. On peut parler de la biologie du développement. D'accord? Cette discipline, elle comprend la biochimie, ou elle implique, disons, la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la cytologie, la génétique et aussi la médecine. Pourquoi la médecine? Car tout simplement, la biologie du développement permet de comprendre de nombreuses pathologies, dont le cancer, qui est quoi finalement le cancer? Qui est un dérèglement du programme de la survie, de la prolifération et de la différenciation cellulaire. C'est pour cela qu'on dit que la biologie du développement inclut aussi l'étape chez l'adulte. Pour donner un peu un exemple, euh, vos intestins, quand vous mangez, ben, il y a plein de cellules qui meurent, ou quand vous attrapez une bactérie ou un virus, il y a plein de cellules qui vont réagir et qui vont mourir. Pour les remplacer, ben, il faut former de nouvelles cellules. Il faut différencier ces cellules. Ben, ça, c'est la biologie du développement. D'accord? C'est comme un embryon. On le forme, on le différencie en tissu, en organes. Ici, dans le cas de l'intestin, comme exemple, ben, pour permettre de garder l'intégralité de cet intestin, ben, il faut différencier de nouvelles cellules à partir des cellules mères qu'on appelle les cellules souches. On reviendra un peu plus tard sur toutes ces notions-là. Il y a plusieurs aspects dans l'embryologie. Il y a l'embryologie, ce qu'on appelle descriptive. C'est vraiment la première embryologie, disons, qui a permis, grâce au microscope et au développement des techniques histologiques et cytologiques, elle nous a permis de comprendre euh, ou bien de décrire, disons, la structure euh, des différents tissus et des différents organes qui se mettent en place lors de l'embryogenèse. D'accord? Donc, les chercheurs ont commencé à faire des dessins, à expliquer la structure des embryons dès le début, dès la fécondation jusqu'au développement, jusqu'au nouveau-né. D'accord? Donc, c'est une affaire de description en microscopie optique. Ça reste une branche de l'anatomie, l'embryologie descriptive. Il y a ce qu'on appelle l'embryologie comparée. Ben, comme son nom le dit, ben, il faut comparer le développement embryonnaire chez différents embryons de différentes espèces. Cela nous a permis quoi? Cela nous a permis de comprendre et de mieux décrire en fait les embryons humains, car c'est tout simplement, c'est très difficile de prendre des embryons humains, de les disséquer et de voir comment euh, ils se développent. Alors que si on prend des embryons de la souris ou d'autres animaux, c'est assez facile de les disséquer, de faire des coupes histologiques et de mieux comprendre comment ça se déroule le développement chez eux. Donc, on a extrapolé largement des modèles animaux et on a essayé, grâce à ces modèles animaux, de comprendre comment ça marche chez l'homme. C'est pour cela qu'on appelle embryologie comparée, c'est comparer le développement embryonnaire chez différentes espèces et différents animaux. L'embryologie expérimentale, cette branche elle a permis de vraiment transformer l'embryologie de la description à une science expérimentale. D'accord? Comment? On a fait des interventions sur le développement, comme par exemple mettre en culture des embryons in vitro, de séparer des cellules d'un embryon et voir qu'est-ce qui se passe, de faire des ligatures dans l'œuf ou dans le premier stade de développement chez l'embryon, de faire des transplantations de cellules ou de tissus d'un endroit à un autre chez le même embryon ou chez deux embryons différents. D'accord? Donc, grâce à cette embryologie expérimentale, nous avons commencé à comprendre les facteurs génétiques qui sont un des déterminants les plus importants du développement. Il y a aussi la notion de l'épigénétique qui est largement euh, utilisée en fait récemment. Ça fait une vingtaine d'années, on parle pas mal d'épigénétique. Et cette notion-là, elle est liée à ce qu'on hérite. C'est quoi les chromosomes qu'on hérite de nos parents et quel chromosome est activé. C'était vraiment ça. Et après, comment on décore, disons, l'ADN pour essayer d'activer ou de réprimer l'expression génique.
On reviendra aussi sur ces termes-là plus tard. Et durant la troisième année, quand vous serez en troisième année, vous aurez un peu plus de notions sur tout ce qui est génétique, épigénétique, qui permet le bon développement des embryons. D'accord? Donc, cette embryologie expérimentale, elle a transformé l'embryologie d'une étude, disons, descriptive à une étude analytique. D'accord? Et cela, avant tout, c'est grâce à de nouveaux techniques. D'accord? Du coup, le biologiste est devenu capable de quoi faire? D'analyser des événements et même de les influencer en faisant, comme je vous ai dit, des interventions sur le développement. Et ceci nous a permis de rentrer un peu plus dans l'embryologie moléculaire qui permet de traiter au niveau moléculaire, d'accord, la différenciation embryonnaire, disons, la croissance des cellules, la démultiplication des cellules, les mouvements cellulaires, les interactions dans la cellule entre le noyau et le cytoplasme. Donc, tous les aspects chimiques et moléculaires de la vie cellulaire ont été étudiés au stade précoce du développement. D'accord? Donc, l'embryologie moléculaire, elle a vraiment permis de comprendre les événements moléculaires. Et d'ailleurs, on est toujours en train de faire des expériences, on n'a pas tout compris, bien sûr. Comme je vous ai dit, des migrations de reconnaissance, etc. Même de la mort sélective de certaines cellules, car on sait qu'il y a certaines cellules qui meurent lors du développement pour donner place à d'autres cellules pour former les tissus et les organes. D'accord? À la fin, il y a ce qu'on appelle l'embryologie pathologique ou tératologie. C'est la science des monstres ou des monstres, mais c'est plutôt les pathologies. Elle permet de comprendre toutes les malformations, toutes les anomalies congénitales qui sont dues à des perturbations des programmes génétiques lors du développement normal des organismes. Les étapes du développement embryonnaire, chez presque tous les animaux, nous avons quatre grandes étapes qui sont conservées, donc chez les métazoaires surtout. D'accord? La première étape, ben, c'est la fécondation et la segmentation, ça veut dire la multiplication cellulaire. Et c'est ce qu'on appelle la période de pré-morphogenèse. D'accord? Il n'y a rien qui a été formé encore. Il y a un œuf qui s'est divisé. La deuxième étape, c'est l'étape de la morphogenèse primaire. On commence à parler de morphogenèse, c'est-à-dire la genèse de la morphologie, la formation quoi, des structures. C'est la gastrulation. La gastrulation, elle permet de mettre en place différentes couches de cellules superposées l'un sur l'autre pour pouvoir après former des tissus et organes. La troisième période, c'est la morphogenèse secondaire ou la neurulation. Et comme son nom le dit, c'est la formation du système nerveux, qui est le premier organe qui commence à se différencier chez les embryons. Et à la fin, la dernière phase de développement embryonnaire, c'est la morphogenèse définitive ou l'organogenèse qui permet de former et de différencier des tissus et des organes. Donc, tout ce processus de développement de l'embryon est appelé, je vous rappelle, embryogenèse et qui permet alors d'obtenir à partir d'une ovule fécondée par un spermatozoïde, ça nous permet d'obtenir un organisme entier. C'est quoi la période de prémorphogenèse? Donc, c'est le premier stade embryonnaire immédiatement après la fécondation qui permet le clivage, la division et la segmentation de l'œuf. Nous avons un seul œuf, on va diviser euh, par mitose l'œuf très rapidement. Après, ça dépend des organismes, on reviendra sur ça après. OK? Pour avoir des milliers de cellules. Et à partir de ces milliers de cellules qu'on appelle blastomères, on va commencer à former ce qu'on appelle, on va mettre en place, disons, les différentes couches embryonnaires. Le clivage, durant cette période de prémorphogenèse, on peut passer par une étape qui s'appelle morula intermédiaire. La morula, c'est la cellule, l'ovocyte qui s'est divisée et un certain nombre de fois jusqu'à l'obtention d'une forme de mur. حبة التوت يعني. OK? Après, il y a le blastula, on reviendra sur ça, qui va après rentrer dans l'étape de la période de la morphogenèse primaire, qui est la gastrulation. Gastrulation, ça implique des mouvements extensifs et des réarrangements des cellules embryonnaires pour pouvoir produire trois feuillets embryonnaires chez les triploblastiques. Euh, donc, on a à l'extérieur ce qu'on appelle l'ectoderme, qui est une couche de cellules la plus externe dans l'embryon,
ectoderme. Il y a une couche moyenne qui s'appelle mésoderme, comme son nom le dit, méso, c'est au milieu. Et à la fin, il y a la couche la plus interne qui donne ce qu'on appelle l'endoderme. Donc, durant la gastrulation, les cellules que nous avons obtenues lors de la première phase de développement, on commence à les arranger en trois feuillets, en trois couches embryonnaires, ectoderme, mésoderme et endoderme. Et l'embryon à ce stade-là est appelé gastrula. J'aimerais bien dire un peu qu'il y a la boutade de Louis Volpert, qui est un grand scientifique. Ce qu'il a dit, il a dit que l'événement le plus important de notre vie, ce n'est ni la naissance, ni le mariage, ni la mort. C'est plutôt la gastrulation. Car si la gastrulation se passe bien, on va réussir à obtenir après des tissus et organes bien placés. Si notre gastrulation ne se passe pas bien lors du développement embryonnaire, bah, là, on est foutu. Plutôt la troisième période de développement, c'est la morphogenèse secondaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la neurulation, ça veut dire la formation du système nerveux embryonnaire, d'accord? Et l'embryon est appelé ainsi neurula, d'accord? Donc, on comprend bien que le premier organe qui se met en place lors du développement, c'est quoi? C'est le système nerveux. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir, car c'est en premier lieu notre système nerveux qui se met en place, d'accord, lors du développement. À la fin, il y a ce qu'on appelle l'organogenèse, c'est-à-dire la morphogenèse définitive. Au cours de l'organogenèse, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces feuillets qu'on a mis en place, on commence à les différencier en tissus, en organes. Les cellules vont commencer à interagir entre elles, à parler, et à la fin, nous obtiendrons quoi? Nous obtiendrons un embryon qui a des tissus et des organes et qui est prêt à vivre librement. Le développement embryonnaire ne s'effectue pas de la même manière chez tous les animaux. Par exemple, un embryon de souris ne se développe pas pareillement à un embryon de poisson ou à un embryon d'un insecte. On peut distinguer trois modalités de développement: l'oviparité, la viviparité et l'ovoviviparité. L'oviparité, un animal est dit ovipare, c'est quand il pond ses œufs après ou avant d'être fécondé par le mâle. Du coup, on parle de fécondation externe ou fécondation interne, mais principalement, ce qui est très important à retenir, que les animaux pondent des œufs. Après, l'embryon se développe à l'intérieur de ses œufs et à l'extérieur de la mère. Après, il faut faire attention, par exemple, le poulet, l'embryon de poulet commence son développement à l'intérieur de la mère et poursuit son développement à l'extérieur de la mère une fois que l'œuf est pondu lors de la période d'incubation ou de la couvaison. Donc, l'embryon se nourrit essentiellement des réserves nutritives, en fait, pas essentiellement, plutôt exclusivement, des réserves nutritives qui sont contenues dans le vitellus, qui est la matière nutritive de l'œuf. Il n'y a pas de relation entre l'œuf et la maman. Les poissons, les amphibiens, les oiseaux, les reptiles, les arthropodes sont des animaux ovipares. Certains des œufs sont enfermés dans une coquille externe, comme par exemple les œufs de poule, et cette coquille externe protège l'œuf de la température de la sécheresse. Les organismes aquatiques pondent leurs œufs dans l'eau, donc ils n'ont pas besoin de telles coquilles, car les œufs ne risquent pas de sécher. Les animaux vivipares euh, donnent des embryons qui sont conservés à l'intérieur des voies génitales de la femelle, surtout dans l'utérus, jusqu'à la naissance. Il y a alors une relation nutritive entre la femelle et l'embryon. L'embryon euh, mange et se nourrit et grâce à la matière nutritive et à l'oxygène qui vient par le sang ou du sang à travers ce qu'on appelle le placenta chez les mammifères supérieurs. Par contre, chez les mammifères primitifs, comme par exemple le kangourou, ce qui est très important à retenir, qu'il n'y a pas de placenta et le nouveau-né gagne la poche abdominale externe de la mère qui s'appelle la coche marsupiale, où il s'accroche là-bas sur des tétines pour manger et se développer. L'ovoviviparité concerne certaines espèces qui conservent
leurs œufs à l'intérieur de la femelle, et ceci pendant l'incubation des œufs fécondés et même après l'éclosion. C'est vrai que l'œuf reste à l'intérieur des voies génitales de la femelle, mais il n'y a aucune relation nutritive avec la femelle. Les œufs et l'embryon se nourrit des réserves nutritives qui sont dans l'œuf. Il n'y a pas de placenta. D'accord? Alors du coup, à la naissance, ce qui se passe, c'est que en fait, on obtient un jeune qui est entièrement constitué et il peut se développer normalement, comme chez certains requins et serpents. Le développement post-embryonnaire peut aussi être classé en deux catégories. On a le développement direct ou le développement indirect. Le développement direct, dans ce cas, le jeune acquiert progressivement les caractéristiques de l'état adulte par le processus de croissance. Alors que dans le développement indirect, selon cette modalité, le jeune subit lors de son développement une période de crise profonde appelée métamorphose. Et cette métamorphose, elle fait passer l'animal d'un état larvaire à l'état adulte. Ce tableau résume la différence entre espèces ovipares et vivipares. Comme j'ai déjà dit, il y a la période de l'embryogenèse et après la période post-embryogenèse, ça veut dire après l'éclosion. Chez les ovipares, il y a ou bien un développement direct, donc le jeune est né et il passe par une période de croissance avant d'atteindre le stade adulte, ou bien c'est un développement indirect qui passe par un stade larvaire, métamorphose, un jeune croissance et après adulte. Chez les espèces vivipares, que ce soit les mammifères primitifs ou les mammifères supérieurs, on a une période d'embryogenèse suivie d'une période fœtale comme chez l'homme qui dure à partir du deuxième mois jusqu'à la naissance. Il y a ici la parturition, c'est-à-dire la naissance, la période de la naissance. Après, nous avons des gens qui vont croître pour atteindre l'état adulte. Pour bien comprendre l'organisation et l'orientation des embryons à différents stades du développement, il faut que vous compreniez avant tout les plans de coupe traditionnellement utilisés en embryologie. Les plans de coupe qui passent par une sphère, par un germe, par un embryon qui a encore cette forme sphérique, ne sont pas les mêmes que les plans de coupe qui passent par un embryon qui a commencé à se différencier et à avancer dans le développement. Donc, les coupes qui passent par l'œuf, par le germe, par la forme sphérique, ressemblent énormément et elles sont similaires à ceux employés par le globe terrestre. Par exemple, il y a le plan méridien. Ok. Ce plan-là, il représente le grand cercle qui passe par les deux pôles nord et sud, donc le pôle animal et le pôle végétatif. Il y a ce qu'on appelle le plan latitudinal qui est perpendiculaire à l'axe pôle animal, pôle végétatif. Et il y a le plan équatorial qui est un cas particulier de la coupe latitudinale et il passe à équidistance des deux pôles animal et végétatif. Alors que les coupes de l'embryon qui a changé de forme, qui n'est plus sphérique, on utilise d'autres appellations. Par exemple, il y a le plan de coupe sagittal, qui est une section verticale passant par le plan de symétrie bilatérale. Elle passe obligatoirement par l'axe de symétrie de l'embryon, qui coupe l'embryon en deux parties égales. À ce plan de coupe sagittale, il y a aussi des plans parallèles qu'on les appelle des plans de coupe parasagittale. Il y a ce qu'on appelle le plan de coupe frontale, qui est une section verticale aussi, mais elle est perpendiculaire à ce plan de coupe sagittal. Et en même temps, cette coupe elle est parallèle à l'axe antéro-postérieur ou céphalo-caudal de l'embryon. Enfin, il y a les coupes transversales. Cette coupe est perpendiculaire au plan sagittal ou au plan antéro-postérieur et elles peuvent passer par n'importe quelle région de l'embryon tout en restant perpendiculaires à l'axe céphalo-caudal.
Chez les objets qui ne sont pas symétriques, qui sont asymétriques, cette section est perpendiculaire à l'axe principal